Ça me fait quand même beaucoup penser au film Matrix, qui est un film culte qui a posé ces questions-là, où, qui est l'individu dans cette espèce de grand cerveau généralisé où tout est virtuel. Ça posait la question aussi du réel par rapport à soi. Enfin, question pour Monsieur Olivet. Sur le contrôle de soi, c'est vrai que est-ce qu'on peut soi-même se contrôler, hein, c'est un peu ça, est-ce que notre conscience peut se contrôler elle-même. Mais il me semble qu'on a entendu hier des expériences où, dans le contrôle de la douleur, il y avait des possibilités où quelque part c'est un contrôle de soi ou une absence de contrôle. Donc comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, mais ce qui se passe, il est tout à fait possible qu'une partie de soi-même contrôle une autre partie de soi-même. Vous voyez ? Et donc, et surtout, comme le montre la lecture, simplement, nous pouvons contrôler une partie de nous-mêmes grâce à ce que d'autres individus ont produit. Donc nous avons, énormément en fait de techniques de contrôle indirect. Et en fait, le problème que nous avons dans notre civilisation, c'est que nous sommes centrés sur une notion du contrôle quasi immédiat, c'est-à-dire du contrôle où il y a une âme interne, hein, quelque chose de spirituel interne qui est le lieu du maître du contrôle, et puis juste quelque chose d'externe, et qui a une connexion d'ailleurs mystérieuse directe entre ces deux choses-là. Si nous démultiplions mais aussi limitons les possibilités de contrôle, à ce moment-là, les choses deviennent effectivement possibles, mais nous avons aussi à tenir compte à chaque fois des contraintes impliquées par tel ou tel type de contrôle. Hein, c'est-à-dire que s'il faut... vous voyez, les gens là qui résistent à un contrôle externe, à une simulation électromagnétique, il faut qu'ils s'exercent assez longtemps avant de pouvoir... Et il faut qu'ils aient un répondant externe, qui au fond est une image, mais on pourrait dire c'est un symbole externe. Donc il n'y a pas de contrôle de soi direct. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est pour le philosophe. En fait, l'objet de la philosophie, qui est en partie et en grande partie l'homme, et en essayant de se dissocier, je pense, des aspects sensoriels dans la mesure du possible, va peut-être disparaître si on va dans une perspective de l'homme augmenté, où cette fois-ci, on aura l'homme et la machine qui feront symbiose. Alors, est-ce que la philosophie va perdre son substrat, ou est-ce qu'elle devra s'adapter? Et comment, à ce moment, il faudra qu'elle s'adapte? D'autant plus que le substrat technologique qui sera associé au biologique changera profondément la perception même et la réflexion même sur l'homme, puisqu'elle va étendre ou réduire, modifier, orienter, contrôler l'individu lui-même, contrôler les autres individus éventuellement. Et je pense que, et là, je m'attendais un petit peu aussi à des réactions du philosophe qui peut-être peut trembler devant de telles perspectives. Les philosophes ne tremblent pas. Je ne sais pas qu'ils ne tremblent pas, mais ils en ont vu beaucoup depuis que la philosophie existe, parce qu'elle n'a pas beaucoup bougé, la philosophie, depuis quand même 2500 ans, hein, donc pratiquement. Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous sur le fait que oui, la philosophie s'adaptera, d'une part. C'est ce qu'on trouve, par exemple, chez le philosophe Derek Parfit, hein, qui nous propose une notion de l'identité personnelle beaucoup plus collective que simplement individualiste. Hein. Et c'est là, il y a effectivement, ça va changer la philosophie politique, hein, par exemple. Mais en même temps, ce sur quoi j'ai quand même insisté, c'est le philosophe doit aussi être pragmatique. Puisque le philosophe fait l'interconnexion, enfin se demande quel est l'impact d'un certain nombre d'avancées scientifiques et techniques sur la réaction de l'homme ordinaire qu'il est toujours, et que le scientifique est aussi lui-même. Hein. À ce moment-là, nous sommes toujours le chasseur-cueilleur en question. Hein. Et donc, nous avons toujours... nous sommes désireux... Alors, c'est une question ouverte, hein, ce que j'ai indiqué.
on peut dire que nous sommes désireux d'éprouver nos propres émotions, et pas des émotions comme ça. De voir satisfaits nos désirs, et pas des désirs de n'importe qui, etc. Et donc ça peut être un frein ou une cause de graves problèmes. Quand justement nous avons actuellement une société qui est à la fois individualiste, donc qui est centrée sur le soi, et qui en fait développe des technologies qui au fond éparpillent le soi. Alors comment ces deux choses-là vont se combiner, le philosophe va attendre un peu pour voir, puisque pour Hegel, nous prenons notre envol au crépuscule. Alain, prochain, vous vouliez aussi réagir? Oui, je pense que c'était vraiment très, très, très intéressant. Votre chasseur-cueilleur, il avait le langage quand même déjà. Il y avait des chamans, il y avait toutes sortes de systèmes de pouvoir et de contrôle qui existaient. C'est-à-dire que fondamentalement, les choses ont peut-être changé sur le plan quantitatif, mais de ce point de vue, je ne vois pas un changement énorme. Le changement que je verrais plus aujourd'hui, et il a à voir avec ce qui a été dit par tout le monde ce matin, ce que je vois plus, c'est la conscience du fait que mon cerveau, c'est peut-être ce que je pense, et moi, je ne sais pas ce que pense mon cerveau. Et en plus, mon cerveau, il change tout le temps. C'est-à-dire que cette idée d'un objet qui constituerait moi, c'est un objet qui est extraordinairement évanescent, et c'est angoissant comme idée peut-être, dans les philosophies qui sont les nôtres, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. Et je crois que ça commence à entrer dans la conscience des gens que ce qu'ils pensaient être eux-mêmes est peut-être simplement quelque chose qui leur échappe toujours. Donc je ne sais pas comment vous pouvez réagir à... Je crois que c'est ça le changement, essentiellement. Oui. Enfin, deux petits points. Bon, le premier sur la Bibliothèque nationale. Donc j'avais imaginé il y a quelques années qu'on utilise les technologies de stockage de l'information qui commençaient à être à notre disposition. Et j'avais calculé que si on compte 13 millions d'exemplaires du catalogue des livrets imprimés de la Bibliothèque nationale, en quantité d'informations, ça allait bientôt pouvoir tenir sur une espèce de mouchoir de poche de 12 cm de côté. Donc nous aurons tous la Bibliothèque nationale dans notre poche. Donc même si elle n'est pas dans notre tête, elle est tout près. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que nous ne savons pas comment nous y aurons accès. Et tant que nous n'avons pas lu les livres, même si nous pouvons y accéder, ça demeure très problématique. La deuxième chose, c'est sur le fait que, certes, à supposer qu'on augmente notre cerveau avec des dispositifs électroniques, est-ce que ça veut dire que nous aurions une meilleure maîtrise sur nous-mêmes? Parce que est-ce que nous avons une maîtrise sur les dispositifs électroniques? Et là, je crois qu'il faut être vraiment clair. Dès que les dispositifs électroniques atteignent un certain degré de complexité, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe dans le détail. Bien sûr, on les a conçus, on est capable de savoir qu'est-ce qui doit se passer, mais à chaque moment, on ne le sait pas. Savez-vous ce qu'il y a dans votre téléphone portable? Et sur des dispositifs plus complexes comme Internet, les informaticiens essayent de faire de la preuve, c'est-à-dire essayer de prouver que les protocoles sont valides, etc. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus, avec les outils mathématiques classiques parfaitement déterministes, arriver à faire les démonstrations. Et donc, ils en arrivent à des procédures de démonstration automatique sur des fonctionnalités approchées, ou éventuellement même avec des tests. Donc ça pose des questions tout à fait fondamentales et passionnantes du point de vue de la logique et des mathématiques, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on a une maîtrise totale de ces dispositifs externes. Alors ma première question, j'ai 3 questions relatives à l'intelligence artificielle qu'on a pu voir à travers les films, notamment Matrix. Est-ce que ce sera possible un jour, ou est-ce que c'est déjà possible quelque part, d'apprendre comme Trinity, par exemple, quand elle apprend à toute vitesse des programmes de combat ou autres, programme des données rentrées dans le cerveau très rapidement. Je pense aussi au film de Spielberg, Le Cobaye, où donc on commence les recherches sur un singe, et finalement on va continuer les recherches sur un simplet. Troisième question qui est relative en fait aux électrodes et aux informations d'intelligence artificielle, et moi je pensais aux publicistes. À travers les cookies d'Internet, on a accès à un certain nombre de données qui participent à l'orientation de l'économie et tout au moins sur les consommateurs. Donc on arrive à savoir qui va consommer quoi. Les publicistes sont très branchés là-dessus et s'y connaissent bien.
Je voulais avoir votre avis là-dessus, jusqu'où on peut aller, jusqu'où va la liberté. Et là, je pose la question aux philosophes également. Alors, d'abord, sur la dernière question, bien sûr, hein, aujourd'hui, les technologies de l'information, Internet, la présence dans l'intimité, à l'intérieur de la maison, j'ai dit tout à l'heure, dans les objets, d'ici quelque temps, hein, d'Internet, c'est une porte ouverte vers l'extérieur. Et donc, ça veut dire que tout un tas d'opérations sont possibles. Donc, effectivement, des publicistes peuvent entrer chez nous et espionner nos habitudes de vie, en tirer parti pour nous proposer beaucoup de choses. Je crois qu'il faut se prémunir contre cela. Hein. De même, il y a des nouvelles formes de délinquance qui sont en train de voir le jour. Vous savez qu'une grande partie des virus sont fabriqués par des groupes mafieux qui font chanter des grosses entreprises à l'aide de ces différentes techniques qui les menacent, hein, de paralyser leur site. Donc là, je crois qu'à la fois de nouvelles polices, mais surtout aussi des réflexions sur les modes de vie futurs et sur les contraintes que nous donnerons pour vivre ensemble. Donc ça c'est un aspect très intéressant. Alors, deuxième aspect, sur l'augmentation de nos capacités mnésiques. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que vous voulez dire que avec les ordinateurs, nous allons accroître considérablement nos mémoires internes. Ça, pour l'instant, je n'ai aucune réponse là-dessus. Peut-être il vaudrait mieux demander à Alain Prochian. Moi, je n'y crois pas. Ce qu'on accroît aujourd'hui, ce sont les mémoires externes. Et le risque, c'est plutôt l'inverse. C'est que l'accroissement des mémoires externes, du fait de notre paresse naturelle, nous conduise à ne plus exercer notre mémoire interne et donc à avoir une décroissance, disons, mécanique de notre mémoire interne. Ça, je crois que c'est plutôt le vrai risque. C'est un danger même. C'est un danger. Tout à fait. Mais enfin, il est en train de naître et j'aimerais savoir si c'est un hoax, si c'est une blague, peut-être un peu sévère. La neuroéconomie. Il y a un certain nombre de gens aux États-Unis qui se réclament maintenant de cette neuroéconomie, donc de l'analyse des réactions. C'est quoi la neuroéconomie, Dominique? Je vois que monsieur le philosophe. Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, c'est quand même la mise ensemble de données, par exemple sur les émotions ou sur l'imagerie cérébrale appliquée à des tâches de décision. Et la théorie économique de manière à, au fond, donner éventuellement une version plus réaliste de ce que serait un choix effectif. Alors en particulier, évidemment, on va par exemple faire de l'imagerie cérébrale dans des tâches où la théorie des jeux vous dit qu'il faudrait ne pas coopérer, par exemple, et où socialement nous coopérons, et de voir comment on passe d'une activité cérébrale à une autre, en fait, selon qu'on a tel ou tel type de réaction. Donc, il me semble que pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'application manipulatrice. Ceci dit, pour les applications manipulatrices, vous n'avez pas besoin de grand-chose comme technologie. Hein. Il vous suffit en fait que quelqu'un accepte que vous lui tapiez sur l'épaule pour qu'ensuite il soit plus enclin à répondre favorablement à une demande. Donc vous voyez qu'il y a des technologies très très basiques qui marchent assez bien. Il vaut mieux en être informé, et donc une fois qu'on connaît comment, au fond, on peut vous manipuler, le problème, c'est que vous pouvez soit avoir des techniques de contre-manipulation, soit malheureusement y être toujours sensible. Hein, c'est comme les illusions perceptives, vous y êtes toujours sensible. Et donc, à ce moment-là, il faut mettre en place un apprentissage disons, de la méfiance ou de la prudence, comme l'ont fait nos pères, mais sans trop s'affoler ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, enfin bon.